Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans la première partie de ce TD numéro 7 consacré à la noblesse d'Empire. Alors avant de commencer, quelques petites références bibliographiques et historiographiques pour ceux qui voudraient en savoir plus sur ce sujet. Espérons que les librairies rouvrent rapidement et que le confinement dure le moins longtemps possible. Alors, Nathalie Petitot est la grande spécialiste de ce sujet. Elle a écrit un ouvrage issu de sa thèse qui fait référence sur la noblesse d'Empire. Cet ouvrage est intitulé Noblesse, élite et mobilité, la noblesse d'Empire de 1808 à 1914, où elle analyse le parcours de cette noblesse d'empire à travers un long 19e siècle et son intégration dans les élites françaises, dans la société française, et notamment les rapports que cette élite nouvelle, cette noblesse nouvelle peut entretenir avec la noblesse plus ancienne, remontant à l'Ancien Régime. Vous avez également comme ouvrage important et comme historien majeur Jean Tullard, qui entre autres ouvrages a écrit une synthèse consacrée à Napoléon et la noblesse d'Empire, et cet ouvrage est paru chez Talandier en 2003. Enfin, je mentionne la publication récente de l'ouvrage d'Éric Anceau sur les élites françaises des Lumières au grand confinement. C'est paru chez Passé Composé en octobre. Et cet ouvrage, qui est une grande fresque d'histoire de France, consacre un chapitre à la noblesse d'Empire, mais je vous conseille, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet des élites, d'investir dans cet ouvrage, vous ne serez pas déçus. Il est extrêmement clair et donne un aperçu vraiment global de cette question. Alors, je partirai ici du discours que fait Napoléon Bonaparte, alors premier consul, au Conseil d'État le 8 mai 1802. 18 Floréal-Landis dans le calendrier révolutionnaire. Euh, il y a des débats qui ont lieu alors au Conseil d'État pour savoir comment peut-on récompenser les élites du consulat. Et à ce moment-là, Napoléon prend la parole. Il déclare: on a tout détruit, il s'agit de recréer. Il y a un gouvernement, des pouvoirs, mais tout le reste de la nation, qu'est-ce? Les grains de sable. Nous sommes épars, sans système, sans réunion, sans contact. Tant que j'y serai, je réponds bien de la République, mais il faut prévoir l'avenir. Croyez-vous que la République soit définitivement acquise? Vous vous tromperiez fort. Nous nous sommes maîtres de l'affaire, mais nous ne l'avons pas, et nous ne l'aurons pas, si nous ne jetons pas sur le sol de France quelques masses de granit. Alors, cette expression, bien sûr, est restée et est employée pour désigner encore aujourd'hui une partie de la politique napoléonienne et notamment la politique du consulat. Alors, que sont ces masses de granit? C'est les grands éléments législatifs de la politique napoléonienne au service des élites. On pense notamment à la création des lycées destinés à former les élites, à la création de la Légion d'honneur pour les récompenser, j'y reviendrai, à la création également des préfets pour que celles-ci puissent diriger, à la création de la Banque de France pour les rassurer sur le plan financier, ou encore à la création du Code civil pour les rassurer sur le plan social, et notamment avec la mise en avant de la notion de propriété. Je l'ai évoqué lors de la dernière séance. Alors, les élites, à l'époque, le terme est finalement assez peu usité. On parle plutôt de notable, de notabilité. Alors, qu'est-ce qu'un notable pour la définition de l'époque? Un notable, c'est une personne qui se distingue des autres par son rang social prééminent. Et ce rang social prééminent peut lui permettre d'avoir accès à des responsabilités, notamment des responsabilités d'ordre politique. Cette implication politique est particulièrement visible sous le consulat
et sous l'Empire, puisque ce qui permet le mieux de définir la notabilité, ce sont les listes de notabilité sur lesquelles sont présents les élites et qui permettent au niveau national, alors les listes de notabilité se retrouvent au niveau communal, au niveau départemental et au niveau national. Et au niveau national, ces listes de notabilité permettent d'élire les représentants des chambres et notamment du tribunat qui ne disparaît qu'en 1807 et du corps législatif. Ces listes de notables rassemblent ainsi sur le territoire plus de 100 000 individus qui sont formés dans chaque département, pour reprendre la constitution de l'an 8, des hommes les plus distingués et par leur fortune et par leurs vertus publiques. Ainsi, et ça c'est tout à fait intéressant, ce n'est pas la fortune qui est le seul critère de définition de ces élites. C'est également le service de l'État. Est-ce que ces élites se sont bien comportées et se sont faites remarquer par leurs compétences au service de l'État. Et les préfets n'ont de cesse de rappeler que ces critères sont multiples. Par exemple, en octobre 1813, le préfet des Bouches-du-Rhône propose au ministre de l'Intérieur une liste de notables susceptibles de composer la députation que doit rencontrer Napoléon. Et il vante avant tout, parmi ces notables, parmi les critères qui ont déterminé son choix, les qualités de citoyen de ces notables, leur moralité d'homme privé et la considération dont ils jouissent dans l'opinion publique. La fortune ne vient, leur richesse ne vient qu'après. Ainsi, le service administratif et militaire au régime est particulièrement bien vu et je vais y revenir. La noblesse d'empire est avant tout une noblesse de la fonction, plus qu'une noblesse de l'apparat, de la richesse. Alors, derrière cette dénomination générale de la notabilité se cache néanmoins une diversité de situations. Diversité économique, il y a une très forte disparité au niveau des fortunes, disparité également sur le plan social, puisque vous avez dans la noblesse d'empire d'anciens nobles qui étaient de très vieilles familles nobles sous l'Ancien Régime, de familles très anciennes, qui côtoient des roturiers qui se sont enrichis sous la Révolution par la vente de biens nationaux. Vous avez également une diversité sur le plan politique, puisque des monarchistes ou des crypto-monarchistes peuvent côtoyer d'anciens jacobins. Et c'est cette diversité que Napoléon tente de structurer ici en créant la noblesse d'empire. Nous nous demanderons ainsi comment l'empereur tente-t-il de mettre en place une élite homogène et fidèle à son pouvoir. Avec, dans un premier temps, je reviendrai sur la création progressive d'une élite impériale. Avec, dans une première sous-partie, la Légion d'honneur, la création d'une élite républicaine par la Légion d'honneur. En effet, en 1802, et quand Napoléon parle des masses de granit, et les débats dont il s'agit au Conseil d'État sont des débats qui portent sur la création éventuelle d'une Légion d'honneur. La Légion d'honneur, qui est créée en 1802, s'inscrit dans un cadre républicain. En effet, au début du consulat, Napoléon ne veut pas recréer la noblesse. La noblesse avait été abolie par le décret de juin 1790, aussi bien la noblesse que les titres de noblesse, et Napoléon rencontrait, à partir du moment où le consulat prend un tournant de plus en plus autocratique, Napoléon rencontre une opposition, notamment une opposition républicaine et néo-jacobine. Donc, bien évidemment, il ne s'agit pas de rétablir une noblesse qui marquerait un symbole très fort vers un retour à un système proche de l'Ancien Régime. Néanmoins, Napoléon cherche à familiariser l'opinion à la recréation d'une élite. Et c'est pour cela qu'il crée la Légion d'honneur le 19 mai 1802.
Cette Légion d'honneur s'inscrit dans un cadre républicain qui doit récompenser l'honneur, le mérite et la fidélité à la nation. Il s'agit de manifester la reconnaissance publique aux plus méritants des citoyens, qu'ils soient civils ou militaires. Les légionnaires prennent ainsi l'engagement de se dévouer au service de la République, à la conservation de son territoire, de son intégrité, à la défense de son gouvernement, de ses lois, et de combattre toute entreprise qui aurait vocation à rétablir un système, un régime féodal, et notamment au niveau des titres et des qualités qui en étaient les attributs. Donc, vous voyez, euh, il y a là une volonté de créer une élite républicaine, et cette volonté se place plutôt en contradiction avec l'idée d'une noblesse d'Ancien Régime, puisque cette élite se veut républicaine, méritocratique et garante des valeurs républicaines. En créant la Légion d'honneur, Napoléon a ainsi pour but de fidéliser une aristocratie nouvelle sur le mérite. Il s'aperçoit néanmoins que cette dernière jouit d'une trop grande ouverture et n'a pas des ressources, pour la plupart de ses membres, n'a pas les ressources financières suffisantes. Et l'idée de créer une nouvelle noblesse germe dans son esprit dès 1804, qui constitue un tournant puisque c'est l'année du passage à l'Empire. Et donc ça sera notre deuxième point, de l'Empire à la noblesse d'Empire. Le retour d'un imaginaire monarchique favorise en effet le retour d'une certaine noblesse avant même 1808. Le 18 mai 1804, alors que l'Empire vient d'être proclamé, la famille impériale est organisée et une cour impériale est ainsi instituée. Les membres de la famille impériale sont ainsi faits princes. Et le palais impérial est structuré en grands dignitaires, ce qui rappelle ici totalement l'Ancien Régime. Alors parmi ces grands dignitaires, des noms qui font très Ancien Régime, le grand électeur, l'archi-chancelier de l'Empire, l'archi-trésorier d'État, le grand chambellan, le connétable ou encore le grand amiral. Il n'y a qu'à voir le tableau de David pour se convaincre qu'ici, la recréation d'une cour sous-entend la récréation d'une élite d'Ancien Régime et donc d'une noblesse. Il faut néanmoins attendre 1806 pour voir la véritable création de la noblesse d'Empire dans les faits. Le 14 août 1806, un senatus consulte indique la création de titres héréditaires et la création de domaines inaliénables et héréditaires. Les principes de masculinité et de primogéniture, c'est-à-dire de transmission euh, euh, de l'héritage par l'aîné mâle, sont également rétablis. Le 28 mai 1807, le premier titre est attribué à un des maréchaux de Napoléon, c'est le maréchal Lefebvre qui devient duc de Dantzig. Et finalement, le décret du 1er mars 1808 qui instaure la noblesse d'Empire et constitue l'aboutissement de ce processus qui a été un processus donc progressif d'habituation de l'opinion publique à la création d'une nouvelle élite qui une véritable noblesse. Dans un deuxième temps, je verrai que cette noblesse constitue une synthèse, cette noblesse d'empire constitue une synthèse entre l'Ancien Régime et la Révolution. Il s'agit d'une noblesse essentiellement fondée sur le mérite. Alors, la noblesse d'empire reprend un imaginaire tiré de l'Ancien Régime, et ça sera le premier point, une hiérarchie inspirée de l'Ancien Régime. Selon le décret du 1er mars 1808, les grands dignitaires euh, portent le titre de prince, de duc, puis en dessous, vous avez les titres de comte et de baron. Il y a une certaine hiérarchie dans ces différents titres de la noblesse d'empire. Alors, on pourrait diviser cette hiérarchie en trois grandes catégories.
Première catégorie, la catégorie supérieure de la noblesse d'empire, est constituée par les princes, donc, avec juste en dessous les ducs. Alors, je les mets dans la même catégorie parce qu'ils appartiennent à peu près au même milieu. Vous retrouvez parmi ces princes, ces ducs d'empire, des titulaires, des grandes dignités, des ministres, des maréchaux, qui sont princes ou altesses sérénissimes, mais vous avez également des ministres et des maréchaux qui sont ducs. Alors, on trouve plusieurs exemples. Par exemple, le maréchal Berthier, qui est maréchal et qui est aussi ministre de la guerre de Napoléon, qui est fait prince de Wagram. Vous avez Talleyrand, qui est fait prince de Bénévent, du nom de cette petite principauté du sud de l'Italie qui appartenait au pape. Vous avez également Cambacérès, qui est fait duc de Parme. Donc, les principaux dignitaires du régime impérial. En dessous, vous avez la catégorie des comtes et des barons. Alors, parmi ces comtes et ces barons, on retrouve des ministres, essentiellement. Parmi les comtes, il y a des ministres, des sénateurs, des conseillers d'État, des archevêques et des préfets. Les dignités qu'il y a qui accèdent à la fonction, à la noblesse au titre de baron euh, sont les évêques, les présidents des collèges électoraux de département ou encore les maires. En dessous encore, c'est la catégorie des chevaliers, catégorie des chevaliers plus ouverte, qui est accessible à tous les titulaires de la croix de la Légion d'honneur. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les principes de primogéniture et de masculinité sont rétablis. Et c'est ce qui prévaut lors de l'institution du majorat. Alors, qu'est-ce que le majorat? Il s'agit de domaines inaliénables et héréditaires. Alors, malgré l'établissement de ces domaines, Napoléon ne remet pas en cause l'abolition des privilèges et ne met pas en place des revenus euh, pour cette noblesse. Cette institution du majorat est en réalité nécessaire pour pérenniser une nouvelle élite qui est censée lui être fidèle. Ces majorats sont institués notamment dans le domaine des actions dans les canaux, euh, comme par exemple les actions dans le canal du Midi. Alors certains membres de la noblesse d'Empire accumulent des fortunes considérables par le biais de ces majorats. On peut citer par exemple le cas bien connu des Berthier, qui accumulent de nombreux domaines et de nombreuses actions, dont l'un des plus connus est le domaine de Chambord, et qui cumulent une richesse qui leur permette de mener un train de vie princier et ce qui leur permet également de rester comme une grande famille du Gotha tout au long du XIXe siècle. Ainsi, la noblesse d'empire correspond à un groupe social bien déterminé, mais plus diversifié que la noblesse d'Ancien Régime. Et là, c'est une différence majeure, l'origine sociologique par rapport à la noblesse d'Ancien Régime. Alors en effet, si on fait une prosopographie de cette noblesse d'empire, on compte 3300 bénéficiaires au total. Parmi ces bénéficiaires, on dénombre 20% qui viennent, qui sont issus, 22%, hein, plus d'un cinquième, qui sont issus de la noblesse d'Ancien Régime. Néanmoins, la majorité, donc près de 80%, sont d'origine roturière. Alors, parmi ces roturiers anoblis, on retrouve 70% de gens qui viennent de la haute bourgeoisie contre seulement 10% de la petite bourgeoisie. Donc on voit très bien que c'est quand même le haut de l'élite qui, d'un point de vue social et du point de vue aussi des fortunes, qui accède à la noblesse d'empire. Néanmoins, on dénombre 20% de membres de la noblesse d'empire issus des couches populaires. Et c'est particulièrement vrai dans les milieux militaires, qui sont finalement les milieux qui s'ouvrent le plus
aux couches les plus modestes. Et ici, il y a des exemples connus hein, de maréchaux, par exemple le père de Murat qui était aubergiste, celui de Ney qui était tonnelier, ou encore celui de Lannes qui était métayer. Alors, la demande sociale est particulièrement forte puisque durant la première année après l'institution de la noblesse d'Empire, on compte 400 demandes d'accession au titre de chevalier accepté et 500 refusées. Donc la noblesse d'Empire est un moyen pour finalement de promotion sociale. Enfin, si on complète cette prosopographie, on compte quelques rares cas de gens qui sont promus par leur qualité de scientifique ou d'artiste. Alors, quelques exemples célèbres, le médecin Corvisart, le sculpteur Houdon, ou encore le peintre Jacques-Louis David. Du point de vue géographique, on peut retrouver, au fur et à mesure des annexions de certaines régions à l'Empire français, des dignitaires de la noblesse d'Empire, originaires de départements annexés, notamment principalement des Italiens, mais aussi des Allemands, des Belges et des Hollandais. Alors, en dépit donc de cette diversité, on retrouve une homogénéité dans les carrières. Et c'est la création d'une véritable noblesse de la fonction. Ce sera mon troisième point dans cette deuxième partie. Une homogénéité dans les carrières, une noblesse de la fonction. En dépit, en effet, de cette hétérogénéité sociale, il y a certaines constantes dans la composition socio-professionnelle de la noblesse d'Empire. Ce qui est mis en valeur, c'est la fonction, donc le service de l'État. Les militaires occupent ainsi 59% des places, devant les fonctionnaires civils, qu'ils soient ministres, préfets, sous-préfets ou maires, qui sont à 22%, et les membres des assemblées nationales, départementales ou locales à 19%. C'est donc le service de l'État qui prédomine et qui est confirmé, qui doit être confirmé par la génération suivante, qui est formée dans les grands corps de l'État, aussi bien à Saint-Cyr pour les militaires qu'à Polytechnique, ou dans le corps des ponts et chaussées, ou dans le corps des mines. Le nombre de titrés dans l'armée est avant tout lié au mérite. C'est la valeur militaire, c'est le courage dont les militaires font preuve sur le champ de bataille, qui leur valent d'être au cœur de ce carrefour social qu'est la noblesse d'Empire. Ils permettent, en outre, de créer une émulation au sein de la population par leur réussite sociale. Alors, néanmoins, il faut nuancer cette domination numérique des militaires, car si on rentre dans le détail, on s'aperçoit que, si l'on accepte les maréchaux, hein, qui ont les titres les plus prestigieux, la plupart des officiers, notamment des généraux, ont les titres en général les moins prestigieux de chevalier et de baron, contrairement par exemple aux préfets qui ont le plus souvent les titres de comte. Alors, il convient enfin de remarquer la quasi-absence des élites économiques, ce qui montre à quel point, chez Napoléon, le politique passe avant l'économique. Et cette vision politique des élites, elle se manifeste dans son rêve, dans le rêve napoléonien, d'une fusion des élites. Donc, troisième partie, la fusion des élites, rêve ou réalité. En effet, Napoléon espère, en créant une nouvelle noblesse, réaliser la fusion de l'ancienne noblesse issue de l'Ancien Régime, qui, pour une partie, est rentrée en France à l'issue des différents décrets d'amnistie du consulat, et cette nouvelle noblesse, donc, qui a été promue par le mérite. Et Napoléon a tout un projet matrimonial. Ce sera la première partie dans ce grand 3, le projet matrimonial napoléonien. Napoléon n'hésite pas à encourager en effet, de telles unions matrimoniales entre membres de la nouvelle noblesse et héritiers de la noblesse d'Ancien Régime. Par exemple, Savary, le ministre de la police qui remplace Fouché, successeur de Fouché, qui est duc de Rovigo, qui épouse la fille du marquis
de Barbazan. Et elle était issue d'une longue famille, d'une longue lignée, cousine des Polignac et d'une famille dont les origines remontaient au XIe siècle et qui s'était battue à de nombreuses reprises pour le royaume de France depuis la guerre de Cent Ans. Ces unions matrimoniales concernent également les militaires. Par exemple, le maréchal Oudinot, surnommé le Bayard de l'armée impériale, se remarie en 1812 avec Marie-Charlotte de Coucy, qui est la descendante, elle aussi, d'une famille de l'Ancien Régime, dont la lignée remonte aux temps les plus anciens des premiers rois de France. Le seigneur de Coucy, Enguerrand de Coucy, est un nom connu pour ceux qui s'intéressent à l'histoire médiévale, nom que, euh, personnalité du règne de Saint-Louis. À partir de 1810, Napoléon va plus loin et décide de mener une politique matrimoniale volontariste et de grande envergure qui doit contrarier les stratégies des grandes familles. En effet, Savary, qui a remplacé alors Fouché, a prévenu que la plupart des anciennes familles ne cherchent qu'à s'allier entre elles, je le cite, parce qu'elles se persuadent de faire revivre et de donner plus d'éclat à des titres que le gouvernement ne reconnaît pas. Il dénonce des combinaisons qui auraient pour but chez les anciennes familles de perpétuer dans leur descendance l'esprit d'opposition qui les anime contre la dynastie actuelle. Et donc vous voyez ici les enjeux politiques de cette politique matrimoniale, puisque finalement, là, Savary reproche aux familles issues de l'Ancien Régime, dont la plupart, la majorité sont restées favorables aux Bourbons, de rester entre elles et ça symboliserait leur manque d'adhésion à l'Empire. Napoléon demande donc au préfet de former des tableaux nominatifs des plus riches héritières, encore célibataires, par département, en indiquant la qualité ancienne de leur père et de leur mère. C'est ce qu'on a appelé la conscription des filles qui devaient être mariées à des généraux, des nobles d'empire, et cette conscription des filles ne produit pas l'effet espéré, puisque beaucoup, alors aussi bien du point de vue en raison des réticences des familles de l'ancienne noblesse, voilà, qui ne veulent pas se marier avec des roturiers qu'elles jugent grossiers, mais aussi en raison de ces nouveaux nobles eux-mêmes, et notamment des militaires qui mènent une vie errante et qui préfèrent rester célibataires et profiter lors des campagnes de quelques amantes, voire même de quelques prostituées, que finalement fidéliser, euh, se fidéliser à travers un amour conjugal. Alors, ainsi, des barrières sont encore bien visibles. Parmi les héritiers de l'ancienne noblesse, le conjoint est choisi à l'intérieur d'un cercle fort restreint, composé de familles des anciens nobles de robe ou encore de la riche noblesse militaire. Et finalement, ces alliances matrimoniales constituent de véritables réseaux de parenté. Ces réseaux de parenté, on les retrouve en miroir parmi les notables de la nouvelle noblesse. En effet, les membres de cette nouvelle noblesse craignent que la fusion voulue par Napoléon ne ramène les anciens privilégiés au sommet de la hiérarchie sociale, car ils disposent de fortunes, en dépit de la Révolution, bien plus importantes qu'eux. Et ainsi, de véritables lignages bourgeois se créent au sein de la noblesse, la nouvelle noblesse. On pense notamment au Beaufort, au Réal ou au Champollion, dont est issu le célèbre égyptologue. Cet échec de la politique matrimoniale napoléonienne montre les limites du volontarisme de l'empereur pour former des élites à sa main. Et cet échec se matérialise par finalement euh, la, la perte de crédibilité de Napoléon
au sein des élites et par le fait que certaines, finalement, se rallient assez facilement à la Restauration. Donc, ça sera le troisième point dans cette troisième partie, du modèle de l'élite napoléonienne à celui des girouettes. Alors, pourquoi ce terme de girouette? Parce qu'en 1815 paraît un dictionnaire des girouettes, et ce dictionnaire biographique de l'élite politique et administrative de l'époque met une girouette en face de chaque personnage qui a trahi au moins une fois. Si vous aviez trahi plusieurs fois tel ou tel régime politique, vous aviez autant de girouettes. La noblesse d'Empire a une place notable dans ce dictionnaire des girouettes, puisqu'on compte 250 nobles d'Empire, soit 32% de l'ensemble des notices. Dans ce palmarès, alors la palme en quelque sorte revient à Talleyrand et à Fouché, qui comptabilisent chacun 12 girouettes. Alors, une partie de la noblesse, en effet, une partie de la noblesse d'Empire lâche Napoléon au moment où la Grande Armée commence à essuyer défaite sur défaite, que le blocus continental accélère la crise économique et Napoléon, ici, avait créé une espèce de contrat tacite avec les élites, c'est-à-dire que il avait fait des élites de toutes pièces, celles-ci lui devaient tout, mais en même temps, sa légitimité reposait sur ces élites et sur la fidélité de ces élites. Et celles-ci peuvent se retourner contre lui quand ses intérêts lui sont contraires. Alors là, ici, nous ne prendrons qu'un exemple, c'est l'exemple de Bordeaux, qui nous paraît assez révélateur, parce que Bordeaux, vous avez plusieurs membres de l'élite portuaire qui sont qui font partie de la noblesse d'Empire. Je pense notamment aux deux maires de la période du Consulat de l'Empire, Laforest de Montbadon et Jean-Baptiste Lynch, qui est maire en 1814. Et cet exemple est très intéressant car nous avons finalement deux personnalités qui se rallient à Napoléon par pragmatisme plus que par conviction, donc qui ont des concepts, une vision, un soutien à Napoléon qui est assez superficiel, qui ne se fait pas selon des convictions profondes. Ils se sont fondamentalement plutôt des monarchistes, ces gens-là, ils finissent par se désolidariser de Napoléon au moment où le blocus continental entraîne la crise dans le port de Bordeaux. Et c'est ce qui explique la facilité du ralliement notamment de Jean-Baptiste Lynch aux Bourbons. Jean-Baptiste Lynch qui ouvre les portes de Bordeaux aux armées coalisées en 1814, donc aux Britanniques, mais aussi à la division qui est dirigée par qui est commandée par le duc d'Angoulême. Alors, au plus haut sommet de l'État, Talleyrand et Fouché forment l'archétype de cette posture en 1814 et aussi dans le cas de Fouché en 1815. Et là, il suffit de voir, je vous conseille de voir le film, très bon film, le Souper avec Claude Rich et Claude Brasseur. Claude Rich jouant Talleyrand et Claude Brasseur jouant Fouché, pour s'en convaincre. Néanmoins, certains restent fidèles à l'empereur jusqu'au bout, quand d'autres choisissent de s'adapter et de traiter avec les Bourbons restaurés. Alors, en conclusion, les trajectoires de la noblesse d'Empire à la chute de Napoléon divergent en fonction des stratégies, justement, que ces différents membres ont pu adopter. Bon, certains, finalement, subissent la terreur blanche. C'est notamment à l'exemple célèbre de Ney, qui est fusillé au moment du second retour de Louis XVIII. Certains connaissent aussi un véritable déclassement social quand d'autres réussissent parfaitement à s'intégrer à la nouvelle société. Néanmoins, il faut attendre la troisième génération de la noblesse d'Empire pour assister à une réelle fusion des élites. Et cette fusion est favorisée à la fois par des combats politiques communs. On peut penser à la création du Parti de l'Ordre en réaction à la révolution de février 1848, qui est Parti de l'Ordre réunissant légitimistes, orléanistes et bonapartistes, donc en 1848. Et également, cette fusion est favorisée par une sociabilité, un mode de vie
communs, notamment dans le quartier Saint-Germain à Paris. Et finalement, c'est le Second Empire qui permet de réaliser une réelle fusion des élites entre haute noblesse issue de l'Ancien Régime et noblesse d'Empire.